La métropole ne reculera visiblement devant rien pour faire plier l'Afrique francophone, son précaré, qui depuis quelques années déjà lui fait voir des vertes et des pas mûres. Alors que le chapitre Boko Haram est loin d'être clos et que l'ancien ministre français Jean-Louis Borloo dit vouloir électrifier tout le continent tout en encourageant les jeunes que la métropole ne veut plus employer à se diversifier en Afrique, l'annonce d'une tournée imminente du président Hollande au Bénin, au Gabon et au Cameroun continue à susciter beaucoup d'interrogations. Des interrogations amplifiées au Cameroun notamment, surtout après le rapport très controversé de parlementaires bleu-blanc-rouge sur ce pays d'Afrique centrale dont le commandant en chef, son Excellence M. Paul Biya, au fil du temps, est devenu un véritable énigme. En effet, l'acharnement médiatique est doté d'une bonne dose de désinformation qui place périodiquement sur la sellette le Cameroun et son chef de l'État, le président Paul Biya, laisse pensif plus d'un observateur averti et suscite moultes interrogations. On peut ainsi se poser la question de savoir, sans risque de se tromper, si le nœud du problème résidait dans le fait que de manière implicite, selon les auteurs du rapport, qu'on ne puisse voir quelle force politique pourrait aujourd'hui faire descendre les jeunes et les femmes dans les rues, comme au Burkina Faso, au Gabon ou encore au Burundi récemment. S'exprimant sur ces attaques en règle contre un État qui se bat depuis plus de 30 ans pour maintenir une certaine stabilité et éloigner le spectre de la guerre, le porte-parole du gouvernement camerounais, M. Issa Chirouma Bakary, lors d'une de ses sorties médiatiques, a fait savoir que cette cabale médiatique participe simplement d'une volonté délibérée de travestir la vérité pour désinformer, instrumentaliser et intoxiquer les opinions publiques, le but ultime étant alors de jeter systématiquement l'opprobre sur le président de la République, comme pour préparer de façon insidieuse le terrain à une crise sociopolitique, afin de voir s'accomplir le dessein macabre de déstabilisation et mise à feu des institutions nationales. D'après le rapport des émissaires français arrivés au Cameroun dans le cadre d'une commission d'information constituée le 11 décembre 2013, tous les ingrédients seraient réunis pour tempérer l'optimisme des populations d'Afrique centrale et du Cameroun. Non loin du Cameroun, en Guinée équatoriale, le régime du président Obiangema Mbazougo reste grandement menacé par les actes d'ingérence de l'Élysée. Après le chapitre des biens mal acquis, c'est celui de Obiang doit partir. Obiang doit partir. Qui s'écrit activement en Hexagone et ailleurs en Europe, et de manière plus directe désormais. En effet, rassemblés dans un regroupement politique baptisé la Coalition de l'opposition pour la restauration d'un État démocratique correct, ces dissidents ont récemment été reçus comme délégation officielle au 77e congrès du Parti socialiste français, tenu les 5, 6 et 7 juin dernier à Poitiers au centre-ouest de la France, et qui a rassemblé près de 4000 personnes, notamment des membres des partis d'opposition africaines, notamment Convergence pour la démocratie sociale CPDS, principale formation de l'opposition légale en Guinée équatoriale, représentée par le docteur Wenceslao Manzogo Allo, membre de la direction du parti chargé des relations internationales. Saisissant cette opportunité, ce dernier s'exprimant devant les dirigeants français, notamment le Premier ministre Manuel Valls, a dénoncé l'orientation actuelle de son pays, chaque jour plus chaotique, du fait de l'extrême radicalisation de son intolérance, de sa discrimination et de sa répression, paralysant par la même occasion le développement normal de la Guinée équatoriale. Pour mieux illustrer ses propos, le docteur Wenceslao Manzogo Allo a évoqué le cas d'Andrés Issono Ondo, secrétaire général de CPDS, interdit de sortir de Malabo, la préparation insidieuse de l'élection présidentielle en dehors des voies légales et la suspension non moins arbitraire du pouvoir judiciaire et d'autres pratiques qu'il juge abusives. Le 30 avril dernier, les leaders de la Corrète avaient déjà dénoncé à travers la déclaration commune de Paris ce qu'ils considèrent comme des dérives totalitaires du régime de Teodoro Obiangema Mbazogo. La Corrète, à l'instar du Code camerounais, est une entité qui depuis des années maintenant, fort du soutien de Paris comme force exogène entre autres, s'active depuis des capitales européennes pour mettre un terme au régime équato-guinéen. Merci à vous, Nadège Ngwenyi. Donc, pour ce 2 en 1, on passe, n'est-ce pas,
rapport parlementaire sur les pays d'Afrique francophone, mais aussi à la Guinée équatoriale. Alors, avant de venir à vous, Ondondon, je voudrais qu'on passe la parole à Luc Michel, qui n'est-ce pas, est allé jusqu'à Paris, où il y a eu comment on dit ça, ce congrès du Parti socialiste, lui qui a des nouvelles fraîches. On l'écoute et on revient à vous pour votre analyse, vous également. Alors, Luc Michel, de nouveau, vous nous parlez des attaques incessantes contre la Guinée équatoriale. Expliquez-nous ce qui se passe encore, mais surtout, pourquoi cet acharnement contre ce petit pays, en tout cas entre guillemets, que Miguel Oyono, l'ambassadeur de la Guinée équatoriale à Paris, dénonçait encore cette semaine. Mon cher Bachir, Malabo est de nouveau sous attaque, comme chaque semaine, allais-je dire. On se demande, évidemment, qu'a fait ce petit pays pour mériter autant d'agressions. Les attaques, elles viennent d'un peu partout. Elles viennent de toutes les grandes capitales impérialistes, de Paris, de Londres, de Madrid, de Berlin, mais aussi de Washington. La chance de la Guinée équatoriale ayant été dans le passé d'ailleurs que ces impérialismes sont souvent rivaux et que leur rivalité a permis à Malabo de sortir son épingle du jeu. Qu'est-ce qui vaut à la Guinée équatoriale ces attaques? Tout d'abord, évidemment, c'est le pétrole. La Guinée équatoriale, c'est un Eldorado pétrolier et gazier, et donc de nombreuses multinationales, de nombreux pays veulent mettre la main sur ce pactole qui est là pour encore de nombreuses années. La seconde chose, évidemment, c'est la personnalité de son président, Obiang Némane Basogo, qui a, depuis plusieurs années maintenant, pris la tête du nouveau panafricanisme. Et comme les impérialistes ont détruit la Jabaïria et Muammar Kadhafi, ils veulent détruire Obiang et la Guinée équatoriale parce que le panafricanisme est tout sauf ce qu'ils veulent pour l'Afrique. C'est la seule alternative pour unifier et libérer le continent. S'ajoute à ça aussi l'émergence du pays vers la modernité, vers une société prospère, et il y a maintenant un modèle économique équato-guinéen, et donc ce modèle aussi est insupportable à des gens qui cherchent la suggestion de l'Afrique, la paupérisation de l'Afrique, son insertion dans la globalisation sous les ordres des États-Unis et du Fonds monétaire international. Luc Michel, et cette fois-ci, quelle est la nouvelle attaque? Quelle est cette fois l'attaque Bachir? Eh bien, c'est l'occasion, c'est le congrès du Parti socialiste français à Poitiers du 5 au 7 juin. Tous les grands ténors du Parti socialiste, évidemment, y sont, à commencer par le Premier ministre Valls et le ministre des Affaires étrangères Fabius, et invité parmi d'autres délégations socialistes, un parti, le seul parti d'opposition équato-guinéen, ne soutenant plus depuis le dialogue national le président Obiang Némane. Ils ont un député à l'Assemblée nationale de Guinée équatoriale, c'est le CDPS, la Convergence démocratique pour le progrès social. Ce parti, précisons-le, les grands médias, y compris Jeune Afrique, expliquent que l'opposition a un seul député en tout et pour tout, et que c'est le CDPS. Il y a en fait plus d'une vingtaine de députés de l'opposition, et certains partis d'opposition participent même au gouvernement d'union nationale du président Obiang Némane Basogo. Le ministre, par exemple, des droits de l'homme appartient à cette opposition patriotique, précisons-le, le CDPS étant une opposition comprador aux mains du néocolonialisme. Ses représentants, ce sont les opposants Mangozo Allo. Il y a aussi les gens de la CORET, la fameuse coalition pour la restauration de l'État démocratique en Guinée équatoriale. C'est un groupement de groupuscules fantoches avec 3 pôles à Madrid, à Paris, à Berlin, qui ont élu des secrétaires généraux différents, qui parfois se retrouvent pour des conférences de presse, parfois se déchirent, sans doute pour des budgets occultes. Les représentants de la CORET sont donc au congrès du PS. Il y a notamment les opposants Elan Zong et Ela Abema.
Je voudrais dire une remarque à ce sujet sur les noms guinéo-équatoriens. Ce sont des noms qui sont liés aux appartenances claniques et familiales et qui n'indiquent pas des liens de parenté. Tous les Obiang ne sont pas de la famille du président Obiang et tous les Ela ne sont pas parents. C'est ce qui permet à la presse occidentale de faire croire à un régime clanique et oligarchique à Malabo. Alors, Luc Michel, je voudrais quand même qu'on souligne, que l'ambassadeur de Guinée équatoriale à Paris a élevé une protestation diplomatique officielle contre cette ingérence française et qui fait la publicité de cette opposition. Ces gens de la CDPS et de la Corrète se font photographier avec Valls, avec Fabius. C'est évidemment une ingérence directe dans les affaires internes de la Guinée équatoriale, d'autant plus qu'on est entré en Guinée équatoriale dans une période préélectorale. Il y a en 2016 des élections générales, dont des élections présidentielles. Le tout est annoncé par les canaux habituels de propagande de la Corrète. C'est Jeune Afrique dont nous n'avons plus besoin de parler, et c'est le site de l'association France-Guinée équatoriale qui, malgré son nom sympathique, est une officine de déstabilisation du gouvernement de Malabo. Le site sert à quoi? À publier des infos anodines sur Obiang, toutes les saletés possibles sur son gouvernement et lui-même, et les nombreux communiqués de la Corrète qui constamment expliquent que l'île est au bord de l'explosion sociale. L'autre grand soutien de la Corrète en France, ce sont les Verts, donc les écologistes. Je voudrais dire un mot à ce sujet-là. Au début des années 80 jusqu'aux années 90, les Verts étaient anticolonialistes. Ils étaient opposés à la France-Afrique. Vous entendez souvent mon ami et mon camarade Hubert Kamgan parler des Verts en termes élogieux, mais ça c'est fini, c'était avant. Les Verts, dès les années 80, ont été infiltrés par des libertaires atlantistes, notamment le fameux Danny Cohn-Bendit, et ils sont aujourd'hui un mouvement que nous appelons les Verts Kaki. C'est un mouvement totalement intégré au système de l'OTAN, et c'est un mouvement qui est en pointe derrière toutes les agressions militaires de l'OTAN, des États-Unis et de la France, que ce soit en Eurasie, au Moyen-Orient ou en Afrique. Luc Michel, mais comment le Parti socialiste français et le Premier ministre Manuel Valls, ou encore Laurent Fabius, peuvent-ils soutenir la Corrède et bien sûr le CDPS? L'argument du PS et des Verts pour soutenir la Corrède, c'est de dire qu'ils soutiennent un mouvement exemplaire et non violent, je les cite. Mais là, on est de nouveau dans la propagande, dans le média mensonge. Parce que derrière la Corrède se profile un homme, il s'appelle Severo Moto. Il dirige un groupuscule fantoche qui n'a jamais percé, le PPGE, et un soi-disant gouvernement équato-guinéen en exil. Je vous expliquerai après de qui il s'agit et pourquoi c'est l'homme le plus dangereux de l'opposition. En avril 2015, il a rencontré à Paris notamment le secrétaire général du CPDS, qui est l'opposant Hondo, et il a visiblement soutenu et rejoint la Corrède. Mais Severo Moto, qui c'est un putschiste invétéré, c'est aussi le seul homme connu de cette opposition. C'est pour ça que ses maîtres espagnols, parce qu'il travaille principalement pour les Espagnols, l'ont mis au service de la Corrède et des plans français et américains pour la Guinée équatoriale. C'est en effet le seul homme présentable de l'opposition, mais c'est aussi quelqu'un qui est capable d'organiser et de prendre la tête d'un soulèvement, que ce soit de la rue ou d'un soulèvement militaire. Les coups d'État de Severo Moto, on ne les compte plus. Il y a celui de 1995. Il est jusqu'alors ministre de l'Information. Il trahit Obiang. Il s'en va à Madrid et puis il lance un coup d'État avec des officiers. Le coup d'État rate. On le revoit en 2004. C'est le fameux coup d'État des mercenaires qui est arrêté avec l'aide de Mugabe au Zimbabwe.
ce coup d'État qui implique notamment des personnalités britanniques comme l'ancien commissaire européen et 3 fois ministre de Tony Blair, Lord Mandelson. Il y a dedans le fils de Margaret Thatcher, Mark Thatcher, qui est arrêté en Afrique du Sud pour le financement du coup d'État. Il y a des mercenaires qui s'appellent Dutoit, Simon Mann, etc. En 2008, rebelote, au moment où on est en pleine enquête sur le coup d'État de 2004 en Afrique du Sud et en Grande-Bretagne, Severo Moto est arrêté avec des armes de guerre dans le coffre de sa voiture. Août 2014, nouveau round. Il est impliqué dans une tentative de coup d'État appuyé sur certains milieux dirigeants du Congo-Brazzaville. Derrière lui, chaque fois, on trouve évidemment la main de l'Espagne qui le protège, qui ne l'extrade pas malgré les motifs sérieux. Luc Michel, alors, comment dirais-je, il y a quand même un autre aspect qui se cache derrière tout ce qui se passe en ce moment. Voilà donc les gens que soutiennent le PS, messieurs Valls et Fabius, que soutiennent les Verts au Parlement européen. Voilà les gens qui viennent d'organiser une grande campagne, une grande tournée politique à Paris, à Bruxelles au Parlement européen et à Berlin pour voir ces pays soutenir la Corée et déstabiliser la Guinée équatoriale. Derrière eux, il y a des réseaux, il y a notamment la NED, cet organisme du gouvernement américain financé sur le budget de l'État, qu'on a appelé la vitrine légale de la CIA, qui a pris en main un groupuscule de jeunes qu'elle forme pour l'année 2016 sur le modèle des nombreux Y en a marre, des gages balais citoyens et de leur ancêtre au port. Voilà évidemment des gens qui ne sont ni des démocrates, ni les représentants du peuple équato-guinéen. Ce sont des groupuscules dans lesquels on retrouve des politiciens sans scrupules, des putschistes, des hommes d'affaires véreux. Leur propagande, elle est basée sur le même refrain éternel. Lorsque vous prenez un communiqué de la Corée, toujours le même, on a simplement changé les dates et les en-têtes. La Guinée équatoriale est au bord de l'explosion sociale. Le président Obiang Mbasogo est un dictateur sanguinaire. La Corée l'accuse même, et Severo Moto, d'être un cannibale, de dévorer des parties du corps de ses ennemis. On est évidemment dans la bouffonnerie, inspirée par Hollywood. On voit quelle est la voix du maître derrière eux. Et enfin, la dernière chose, évidemment, c'est qu'en Guinée équatoriale, la misère régnerait. Tous ceux qui y sont allés, tous ceux qui ont visionné les reportages qu'Afrique Média, qu'Eyot TV notamment ont réalisés, ont vu un pays moderne sortir précisément de rien du tout, sortir de la jungle avec ses routes, avec ses infrastructures, avec ses usines modernes, avec aussi une population qui vit pas mal. Lors de mon dernier voyage à Malabo, je suis allé dans un supermarché, pas dans un magasin de luxe, un supermarché populaire. J'y ai vu des rayons bien achalandés, exactement comme en Europe, avec les produits qu'on peut trouver en Europe. J'ai vu une population, des gens du peuple véritablement heureux, avec des caddies chargés. Si c'est ça la misère de la Guinée équatoriale, de nombreux téléspectateurs d'Afrique Média l'ont déjà dit. Cette misère-là, les Africains espèrent la rencontrer bientôt. Merci Luc Michel pour ces